Merci beaucoup pour cette invitation dans ce séminaire donc, sur la philosophie de la pratique des mathématiques. Et alors, permettez-moi, avant de vous annoncer le plan de mon exposé, de vous expliquer en quelques mots le titre que j'ai choisi. En fait, il y a un sous-titre, Mathématiques et profondeur, mais la philosophie mathématique et les problèmes de l'histoire. Alors, partons de ce que je qualifierais d'un petit énigme. La profondeur est une notion généralement utilisée par les mathématiciens pour qualifier certains problèmes ou résultats de leur discipline. On la retrouve au moins jusqu'à il y a une trentaine d'années dans des écrits de mathématiciens, peut-être un peu moins aujourd'hui où une règle, disons, tacite semble imposer que tout écrit d'un mathématicien contienne au moins 95% de formules et 5% de mots, donc un peu moins de présence de ce terme de profondeur, mais cette notion de profondeur me semble présente encore aujourd'hui dans la pratique pédagogique ou dans les discussions scientifiques informelles entre mathématiciens. Et pourtant, me semble-t-il, cette même notion me semble en un sens absente de l'analyse épistémologique de différentes traditions en philosophie des mathématiques. Je ne peux pas affirmer cela avec certitude, n'ayant pas fait une recherche statistique sur la question, mais parce que j'en connais, ces thèmes me semblent absents à la fois de la tradition épistémologique de la philosophie analytique, je pense en particulier aux travaux de Russell, de Carnap, de Quine, et même dans les courants les plus récents, que dans une perspective d'épistémologie naturalisée s'intéresse plutôt aux conditions externes d'émergence des problèmes ou des résultats mathématiques, absente également de la tradition phénoménologique, et cela même si le concept de profondeur est présent et thématisé, je pense par exemple à certains développements de la philosophie de Merleau-Ponty, et absente également de la tradition d'inspiration historiciste, Lakatos, Kuhn, bien que Lakatos utilise dans son livre Preuves et des réfutations l'idée de démonstration plus profonde au sens de plus général que d'autres, sans toutefois thématiser sur ce thème de la profondeur. Donc, on peut constater toutefois, c'est ça mon point de départ, que deux auteurs de la tradition française, en particulier Gilles Gaston Granger, avec son article What is a Profound Result in Mathematics, publié en 1997 dans un recueil sur Philosophy of Mathematics Today, et Alain Michel, dans un article qui a été publié en 1997 dans un volume d'hommage à un autre philosophe français, Jean Toussaint Descentie. Ces deux auteurs, à distance de quelques années, publient en effet deux articles sur ce thème de la profondeur. C'est un fait suffisamment remarquable parce que l'envie nous est venue, à Frédéric Jaec et moi-même, de republier ces deux articles dans un numéro spécial consacré à la philosophie mathématique, à laquelle ces deux auteurs, dans ce sens, appartiennent, pour faire connaître en fait leur réflexion sur ce thème. Alors, qu'est-ce que la philosophie mathématique ? Une tradition de l'épistémologie française, une tradition qui appartient donc à l'épistémologie française du XXe siècle. Ce terme de philosophie mathématique, je le tire en fait du titre d'un séminaire conjoint donné en 1939 par Jean Cavaillès et Albert Luckmann devant un parterre de mathématiciens et philosophes à la Société française de philosophie. Cavaillès et Luckmann ont choisi ensemble le titre « La pensée mathématique » et ils discutent donc de la philosophie mathématique dans cette conférence, en donnant, si vous voulez, les caractéristiques générales que cette tradition française a au partage, en fait, au moins sur les points d'accord, disons ainsi, sur lesquels ils se retrouvent. Donc, cette philosophie mathématique serait caractérisée par la thèse selon laquelle la vraie nature des mathématiques est d'être un devenir, comme ils disent, qu'il faut analyser. L'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de définition générale, de description atemporelle des mathématiques. Il y a bien entendu des spécialités qu'on nomme géométrie, analyse ou algèbre, mais ces spécialités
n'ont pas d'existence permanente et les lignes de démarcation changent continuellement. Et ce sont ces déplacements que l'histoire nous apprend et qui rendent les mathématiques une sorte d'organisme en évolution continue. Donc, ce qui implique qu'il ne peut pas y avoir de compréhension réelle pour cette tradition des mathématiques si on néglige leur histoire. Deuxièmement, cette tradition serait caractérisée par la nécessité de s'attacher à la compréhension effective de la pratique mathématique du présent, en particulier en nouant un dialogue concret avec les mathématiciens. Cavaillès et Lothman n'utilisent pas le terme pratique mathématique, mais ils parlent d'expérience mathématique, l'expérience mathématique. La compréhension effective de cette expérience mathématique dans le présent, de l'ensemble, comme ils disent, des gestes opératoires qui caractérisent les structures mathématiques actuelles, est donc un élément indispensable pour la compréhension de ce devenir des mathématiques. Et enfin, il y a l'idée que la question philosophique centrale qui guide le philosophe dans cette tâche, c'est le problème du sens de ce devenir, de ce qu'il nous dit sur notre propre raison. Il ne s'agit donc pas pour le philosophe d'abandonner ses propres questions, mais de les instruire en prenant comme point de départ le travail de la raison que nous voyons à l'œuvre justement dans le développement des mathématiques. Il ne s'agit donc pas d'une simple philosophie des mathématiques, terme que probablement nos deux philosophes considéraient trop compromis avec le positivisme de Comte, mais plutôt d'une philosophie mathématique, c'est-à-dire d'une réflexion sur les enseignements que la théorie de la connaissance, discipline philosophique très ancienne, se doit donc de tirer du progrès de la connaissance mathématique. La philosophie mathématique est donc une discipline philosophique qui s'interroge sur les pouvoirs et les limites de la raison, mais qui ne peut se développer que s'il prend au sérieux les trois aspects que je viens d'évoquer. Je situe un peu par ce petit schéma les personnalités dont je vais parler dans la suite et qui peuvent être reliées à cette tradition épistémologique française. On retrouve, vous voyez bien, les noms de Cavaillès et Lothman, que je viens de nommer. Je rappellerai juste que tous deux ont passé leur thèse respectivement en 1937 et en 1938, thèses toutes les deux dirigées par Léon Brunswick, et dont parmi les rapporteurs, il y avait Élie Cartan, donc un mathématicien, et tous les deux ont été fusillés par les nazis en 1944. Donc il s'agit de deux œuvres profondément inachevées, mais qui ont laissé tout de même une grande postérité. Gilles Gaston Granger, donc un des deux personnes dont je vais parler dans cet exposé, a été, comme Jules Vimin, comme Jean Toussaint Desanti et bien d'autres, un des étudiants de Jean Cavaillès à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Alain Michel, élève de Desanti à l'École normale supérieure de Saint-Cloud et grand lecteur de Canguilhem, a travaillé entre 1989 et 2012 dans le centre fondé par Gilles Gaston Granger à l'Université de Provence, qui est devenu ensuite Aix-Marseille Université. Petite parenthèse autour du nom de Georges Canguilhem indique le fait que le domaine de prédilection de l'enquête de Canguilhem était en réalité ce qu'il lui appelle la philosophie biologique. Mais ses écrits autour de rapport entre l'histoire et la philosophie des sciences ont justement inspiré beaucoup, et surtout le travail d'Alain Michel. Et d'autre part, Cavaillès et Canguilhem ont été reçus la même année à Ulm, ont tous les deux suivi le cours de Brunswick, ont passé l'agrégation ensemble et Canguilhem a édité en fait une partie des écrits posthumes de Cavaillès. Et je mentionne aussi tout à fait en bas André Weil, un des fondateurs du groupe Bourbaki, qui est d'ailleurs la source d'inspiration directe de Granger, Vimin et Michel dans ces deux articles, et qui a noué avec Lothman des rapports d'amitié et d'échanges intellectuels très profonds. Alors, je vous propose, après cette petite introduction, mon plan, donc introduction que je viens de conclure, juste pour poser le décor de mon exposé,
Il y a une première partie qui traitera des contextes et des enjeux de ce problème de la profondeur, en tant que problème, disons ainsi, posé par l'épistémologie spontanée des mathématiciens. Je vais reprendre ce thème, c'est les mots que Alain Michel utilise dans son article. Et un deuxième aspect qui me semble intéressant, c'est le problème épistémologique, c'est-à-dire quelles sont les conditions de possibilité d'une enquête, une véritable enquête épistémologique et philosophique sur cette question de la profondeur. Comment, à quelles conditions la philosophie peut accueillir en fait ce terme qui appartient à la pratique des mathématiques dans sa réflexion épistémologique. Enfin, dans la deuxième partie, je vais vous illustrer, vous résumer, en fait, pas plus que ça, ces deux réflexions, celle de Granger et celle de Alain Michel, sur ce thème de la profondeur mathématique, avant de conclure brièvement. C'est surtout la deuxième partie qui va être peut-être la plus longue, et dans laquelle je vais simplement offrir un commentaire conjoint des analyses de ces deux auteurs. Et mon ambition, en vous présentant ce travail, c'est non seulement de vous livrer du matériel précieux, je pense surtout pour les mathématiciens, pour réfléchir à cet usage dans leur pratique de ce terme, mais également de vous faire apercevoir une partie du débat qui a animé cette tradition dès l'épistémologie française, et celle qui essaye de comprendre par les mathématiques le travail de la raison, et de vous faire comprendre l'importance de ces thèmes du rapport entre la philosophie et l'histoire des mathématiques. Justement, le problème de l'histoire est le dernier mot du titre de cet exposé. Donc, commençons donc par cette première partie sur contexte et enjeu du problème. Le premier aspect que je voudrais souligner, c'est que le point de départ de l'analyse chez les deux auteurs, Granger et Michel, est justement le contexte d'usage de ce terme par les mathématiciens. Tous deux soulignent que les mathématiciens utilisent des qualifications qui semblent étrangères au contenu de leur science: beauté, élégance, puissance, profondeur. Parmi ces qualificatifs, les deux premiers, beauté et élégance, semblent plutôt appartenir à un registre esthétique, ce qui est sûr que la comparaison entre la pratique mathématique et la pratique artistique est ancienne et implique grande question, savoir si les mathématiques sont un art ou une science. Quelle que soit la réponse à cette question, j'espère que vous serez d'accord avec moi qu'il s'agit d'une question que je qualifierais plutôt externe à la pratique mathématique elle-même. Peut-être sont des expédients rhétoriques pour parler de certains aspects des démonstrations ou des résultats. Le terme puissance, quant à lui, semble plutôt se référer à la force déductive d'un résultat. Et donc, il me semble tout à fait interne à la pratique des mathématiques. C'est le terme profondeur qui est plus riche parce que justement, il est à la fois interne et externe aux mathématiques. Nos deux auteurs mentionnent différents aspects dans l'usage de ces termes qui nous aident à donner une première caractérisation. Leur source, et je vous disais, ils le disent assez explicitement, est essentiellement tirée des travaux d'André Weil, History of Algebra de 1993. Mais en général, c'est ce qu'ils nous disent, ce terme profondeur sert généralement aux mathématiciens pour indiquer un résultat inattendu, surprenant. Il y a l'idée de la surprise, de la révélation de quelque chose jusqu'à-là inconnu et qui s'impose de manière inattendue, surprenante au travail du mathématicien avec des résultats qui sont, sur le moment, inexplicables. Des symétries ou des dissymétries inattendues qui se présentent à lui. C'est un exemple qui est mentionné, c'est une lettre d'Euler à Goldbach, 1741, dans laquelle Euler discute avec Goldbach à propos du théorème de Fermat et des propriétés curieuses qui semblent cacher des secrets.
Deuxièmement, on qualifie de profondeur un problème, une méthode de démonstration dont on soupçonne ou on constate qu'il occupe une place clé dans le développement de la discipline, comme il est par exemple attesté par une lettre de Fermat à Arcavie de 1659 illustrant la méthode de la démonstration dite de descente infinie. Et enfin, un résultat profond, fécond, qui a une postérité importante. L'idée qu'avec un tel résultat profond, on touche, ou au début, on ne fait que deviner un fondement de la discipline, c'est-à-dire un résultat qui renouvelle profondément les champs disciplinaires, car il nous permet de trouver des connexions nouvelles, inattendues avec d'autres domaines des mathématiques. C'est le cas d'André Weil, justement, à propos des travaux de Kummer, dans l'introduction au Collected Papers de Ernst Kuhner. Et André Weil parle de résultats profonds par excellence à propos de sa théorie des idéaux. Deux remarques, juste sur trois exemples. La première, c'est qu'il me semble qu'on retrouve l'usage de la signification étymologique du mot profondeur, le profundus, ce qui est avant le fond, où cet avant peut avoir à la fois une signification temporelle ou spatiale, et où ce mot fond est à la fois ce qui est loin, comme lorsqu'on regarde la surface les profondeurs de la mer, qui recèlent des aspects mystérieux, ou bien c'est justement ce qui est au fondement, ce qui exprime quelque chose qui est conceptuellement fondamental. Deuxième remarque, c'est qu'en tout cas, il s'agit d'une expression qui concerne les mathématiques au travail, lorsqu'un résultat se réalise dans le contexte d'éléments qui ne sont pas complètement explicites à un moment donné. Enfin, dernier aspect de cette première caractérisation de l'usage de ces termes de profondeur, il s'agit, comme je vous disais, d'une épistémologie spontanée des mathématiciens, d'un geste réflexif d'une communauté sur sa pratique passée et présente, et qui mérite pour cette raison d'être analysée. Il relève en effet une appréciation de valeur d'un résultat mathématique en tant que moment du processus de création concrète de la discipline mathématique. Création conceptuelle, mais tout de même création, dont la valeur devrait faire l'objet d'un consensus général, étant donné qu'elle révélerait des propriétés intrinsèques et objectives du travail mathématique. Cette analyse épistémologique spontanée a donc, me semble-t-il, une dimension, je dirais, diachronique, c'est un jugement historique, et là, une dimension synchronique, c'est à partir de l'état actuel des mathématiques que les mathématiciens considèrent la profondeur d'un résultat, d'un problème dans le passé et dans le présent, mais il y a aussi une dimension heuristique. Peut-être ce n'est pas les mots les plus appropriés, mais je veux dire, elle a une valeur d'orientation. Elle sert au mathématicien pour s'orienter dans le choix de son travail futur. Un jugement de valeur, je veux dire par là, est exprimé à propos de la fécondité ou de la valeur fondationnelle d'un résultat du passé et du présent à partir de l'état présent des mathématiques, mais il est également au service du futur, des orientations futures. On pourrait peut-être dire que les fameux problèmes d'Hilbert énoncés en 1900 à la conférence de Paris dessinaient ce qu'ils considéraient justement des problèmes profonds. Or, c'est ça un peu l'énigme, puisque les mathématiciens ne sont pas les plus mal placés pour s'exprimer sur leur propre discipline, on s'attendrait que ce thème de la profondeur ait pu constituer un lieu de rencontre idéal entre mathématiciens, philosophes et historiens des mathématiques. Je vais par là dire un thème autour duquel les regards des uns et des autres pourraient se croiser et contribuer à une meilleure compréhension de la pratique mathématique et de son histoire. Mais comme je l'ai déjà dit, de manière très étonnante en fait, la plupart des traditions épistémologiques en philosophie des mathématiques ne thématisent pas cette question de la profondeur. Nos deux auteurs, dont je parlais tout à l'heure, en réalité prennent en compte justement ce thème de la profondeur qui appartient à la pratique mathématique, et ils le prennent à partir de deux questions qui sont les deux questions qui structurent aussi les deux articles que j'ai cités tout à l'heure.
La première question, est-il possible de saisir conceptuellement, au-delà de l'usage d'un tel ou tel texte donné par tel ou tel mathématicien, les caractéristiques de la notion de profondeur? Pouvons-nous donner une sorte de définition générale qui caractérise l'ensemble des usages donnés par les mathématiciens lorsqu'ils utilisent cette notion de profondeur? Et le deuxième, c'est qu'est-ce que cette notion dit aux philosophes? Est-ce que cette notion peut-elle donner des informations pour la connaissance interne des mathématiques si importante justement pour les philosophes qui s'intéressent à élaborer une théorie de la raison? Ce qui est intéressant, je pense, c'est la question de laquelle je suis partie, c'est pourquoi ces deux auteurs qui appartiennent à cette tradition s'occupent de ce thème de la profondeur. Je n'entends pas par là donner une réponse définitive à cette question qui est très vaste, mais il me semble important de la poser et de donner quelques éléments de réponse. Parce que c'est à partir de l'analyse de ce que, justement, ils ont accompli, il me semble qu'on pourrait, en un sens, énoncer des sortes de, appelons-les, des conditions de possibilité d'une analyse de cette notion de profondeur. C'est-à-dire à quelles conditions, je disais tout à l'heure, une épistémologie peut faire place dans sa réflexion à ce terme qui appartient à l'usage mathématique. Donc, je dirais d'abord qu'il y a deux éléments qu'il faut qu'ils soient présents pour que cette analyse épistémologique de la notion de profondeur puisse émerger. Le premier, c'est qu'il faut distinguer deux aspects lorsqu'on considère un résultat ou un problème mathématique. Bien évidemment, il y a la question de la référence, la question de la valeur des vérités. Il est vrai que cette analyse des conditions de justification, des démonstrations d'un énoncé mathématique sont importantes et constituent un aspect central de l'analyse épistémologique. Mais si l'on veut analyser la notion de profondeur, je pense c'est plutôt vers la notion de sens qu'il faut se tourner, notion de sens qui est absente dans certaines traditions épistémologiques, je pense par exemple, qui est même rejetée par Russell ou Quine. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore, pour cette notion de sens, distinguer trois aspects dans l'analyse des problèmes dits profonds. Le premier aspect, premier sens 1, je vais l'utiliser dans le reste de mon exposé, c'est, je dirais, le sens génétique, le chemin par lequel un résultat est construit ou appréhendé, si on est réaliste. Cela concerne vraiment le processus de constitution effective des objets et des concepts qui permettent de les formuler. La manière dans laquelle, si vous voulez, ils ont été constitués ou découverts. Je laisse là de manière... Je ne juge pas là si c'est plutôt l'approche réaliste de la découverte ou l'approche constructiviste de la constitution des objets qui est centrale. Donc ça, c'est le premier aspect de la notion de sens qu'il faut prendre en compte. Deuxième aspect, c'est ce que j'appellerais l'aspect structural, conceptuel ou intentionnel du terme, la place que ce résultat occupe dans les mathématiques qui sont contemporaines, la manière par laquelle les objets qui l'impliquent prennent place dans une structure d'opération qui permettent d'en définir des propriétés et de les placer dans un domaine mathématique donné et par là de faire le rapport avec d'autres domaines des mathématiques. Le mode de démonstration d'un théorème, je pense, dépend fortement justement de ce sens structurel. Mais ce sens structurel, c'est aussi quelque chose qui évolue dans les temps, justement, parce que je mentionnais tout à l'heure le fait que les frontières entre les différents sous-domaines des mathématiques sont toujours mouvantes et toujours changeantes. Et enfin, un troisième aspect du sens que j'appelais évaluatif. Il s'agit de la signification, le terme allemand c'est Bedeutung, l'importance, la portée d'un résultat dans les mathématiques présentes et futures, telles qu'on les envisage, ce qui implique de s'interroger sous le sens du progrès mathématique, qui ne peut pas être réduit à une simple accumulation de faits, de théorèmes, de résultats qui ont été justifiés. Je crois que c'est ce troisième sens
constitue la clé pour comprendre la notion de profondeur, mais aussi, je pense que c'est celui qui révèle la complexité des rapports entre les deux premiers aspects du sens que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, en fait, ce troisième sens, il nous demande de prendre en compte le rapport entre le sens génétique et le sens structural. Je disais tout à l'heure que ce qui change, et pas forcément de manière continue au cours de l'histoire, sous l'impulsion souvent de problèmes difficiles, c'est exactement le sens structurel. Les mathématiques sont une science éminemment cumulative, ce qui est démontré demeure vrai, n'est-ce pas, démontré, mais justement, un résultat acquiert un sens structural nouveau au cours de l'histoire, et cela, on le voit bien dans la reformulation des démonstrations mathématiques, par exemple, des résultats des mathématiques grecques à aujourd'hui. Et enfin, il nous demande aussi de nous exprimer sur un vaste problème, sur la question de la nécessité ou de la contingence des sous-jugements de profondeur. Est-ce qu'un jugement de profondeur donné à un certain moment au cours de l'histoire de l'évolution des mathématiques est encore valide, a la même objectivité au fur et à mesure que les mathématiques se développent? Ce qui implique, ce vaste problème implique le problème épistémologique crucial de la question de la nécessité ou de la contingence du progrès mathématique lui-même. Alors, je ne dis pas que la philosophie mathématique de tradition française est la seule à distinguer ces trois aspects de la notion de sens. Je l'ai retrouvé, par exemple, dans le travail philosophique de Kurt Gödel, dans la réflexion sur ses propres résultats mathématiques, bien que Gödel le fait dans une perspective qui est profondément réaliste. Et cette tradition dont je vous parle, elle n'est par contre pas réaliste, elle est profondément constructiviste dans ses convictions philosophiques profondes. Mais pour revenir à la question du pourquoi de l'absence de cette conjecture dans les autres traditions épistémologiques, je crois que dire qu'on voit bien en un sens que dans la tradition de la philosophie analytique, cette distinction nette entre le contexte de la découverte et le contexte de la justification, avec un accent mis justement sur le contexte de la justification, les empêche de donner sa valeur aux contingences du sens génétique de la question de la découverte. Ou bien encore dans les développements les plus récents, une épistémologie naturalisée dans laquelle la sociologie des sciences prend une place si grande, là aussi, oui, bien sûr, on s'intéresse à la genèse, on s'intéresse au contexte, mais d'un point de vue externe, on s'intéresse aux conditions de la découverte qui sont propres à l'analyse des institutions ou des relations, mais non pas quelque chose, la genèse interne à l'intérieur des mathématiques. La tradition phénoménologique, la tradition phénoménologique qui pourtant porte sur l'attention sur le geste du sujet transcendantal, en un sens elle est portée à négliger, justement parce qu'on s'intéresse au sujet transcendantal et pas au sujet concret, la porte à négliger les contingences, encore une fois, du contexte de la découverte. Et enfin, pour la tradition historique en philosophie des sciences, encore je pense à Lakatos et Kuhn, il y a, je crois, là l'idée assumée d'une nécessité d'une histoire idéalisée des mathématiques. Parce qu'il s'agit de reconstruire à partir d'un problème épistémologique préalable comment, en observant l'histoire des mathématiques, on peut concilier l'historicité des mathématiques et leur rationalité. Il s'agit justement de reconstruire rationnellement l'histoire pour justifier leur réponse à cette question. Enfin, quelle que soit la valeur de ces conjectures que je viens de vous formuler sur le pourquoi la tradition française a fait place à cette question, il nous reste comme témoignage ces deux articles de Granger et de Alain Michel que justement je voudrais maintenant analyser
Et je voudrais les analyser, donc, je vous disais, à partir de ces deux questions qui se posent, peut-on saisir conceptuellement, dans la variété de ces usages, qu'est-ce qu'ils veulent dire, les mathématiciens en général, lorsqu'ils parlent de profondeur, et justement, que pouvons-nous en tirer quant aux questions proprement philosophiques sur la question de la nature du progrès des mathématiques. Et je vais aussi essayer de le faire en utilisant ces trois notions de sens, c'est-à-dire en essayant de vérifier comment leurs analyses, en réalité, sont implicitement, ce n'est pas eux qui distinguent ces trois aspects, mais implicitement, elles font implicitement référence à ces trois notions de sens que je viens de dégager. Alors, voyons d'abord la réponse de Granger à la première question. Donc, comment on peut caractériser de manière générale cette notion de profondeur? Granger nous dit qu'il y a deux thèmes associés aux remarques des mathématiciens. Le premier, c'est le thème de l'imprévisibilité et de l'opacité. Le deuxième, c'est le thème de fondement. On retrouve un peu ces deux types de remarques qu'on a illustrés tout à l'heure avec des exemples plus ou moins historiques. Et il distingue trois figures typiques de la profondeur par des exemples mathématiques. Ces trois figures de la profondeur sont en sens obtenues par une sorte d'accent plus ou moins grand sur le premier, le deuxième ou les deux thèmes que je viens d'évoquer, le thème de l'imprévisibilité et le thème du fondement. Donc, dans la première figure, les caractères de l'opacité et de l'imprévisibilité priment dans l'analyse de la fonction zeta d'Euler à Riemann. Et ce que Granger souligne est la distance temporelle du siècle qui sépare les premiers problèmes calculatoires d'Euler sur des sommes de série et qui le conduit à prendre en compte cette fonction zeta et sa relation avec les produits de nombres premiers, jusqu'aux travaux de Riemann, sa fameuse conjecture, ainsi qu'au développement fécond de Dedekind et Dirichlet sur cette même question. Dans la seconde figure de la profondeur, c'est les caractères fondationnels qui est mis en exergue, est illustré par l'exemple de la formule de Stokes. Le théorème donc vient de la physique, dans sa version moderne, vous le voyez là écrit, l'intégrale d'une forme différentielle oméga de quelque degré que ce soit sous la frontière d'une variété différentielle C est égale à l'intégrale de sa dérivée externe sur la variété. Ce deuxième exemple sert à Granger pour souligner comment la profondeur d'un résultat qui conduit à la systématisation de nouveaux concepts, justement les concepts de variété, les concepts de frontières, les concepts de formes différentielles, n'est pas tellement le fruit d'une généralisation, mais plutôt d'une élucidation structurelle, une élucidation des structures qui restait jusqu'à là inaperçues et qui fondent des faits jusqu'alors éparses et qui permettent donc d'expliquer à la fois leur diversité et leurs analogies. Dans le troisième exemple, dans la troisième figure de la profondeur évoquée par Granger, on a la théorie des idéaux de Kummer à Dedekind, dans laquelle opacité et caractère fondationnel sont en égale mesure mobilisés pour rendre compte du comment, d'un fait qu'il apparaît d'abord surprenant et étrange, on arrive à des recherches qui permettent la création de nouveaux objets et donc un renouvellement profond du terrain sur lequel reposait la théorie précédente. Alors, je vais me limiter à dire quelque chose juste sur ce troisième exemple, détailler un petit peu en résumant l'analyse de Granger, parce que cet exemple est au cœur aussi de l'analyse d'Alain Michel, et donc ça me permettra en fait de mettre en place ces commentaires comparatifs entre ces deux positions. Donc on part, après le thème de l'imprévisibilité, donc on part d'un résultat de non-unicité de la décomposition en facteurs premiers de ce qu'aujourd'hui on appelle les entiers cyclotomiques, des polynômes à coefficients entiers de la forme A0, A1 alpha plus AN alpha avec alpha différent de 1 énième racine de l'unité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kummer considérait à l'époque, avec Jacobi aussi, des types de nombres complexes.
Ils sont appelés cyclotomiques à cause de l'interprétation géométrique possible de alpha comme un point sur un cercle du plan complexe. Kummer avait été conduit en 1844 à s'occuper de ces entiers en travaillant à la suite de Jacobi sur les lois de réciprocité quadratique, au problème combien profond, lui aussi. Donc, il se propose pour cela de développer un calcul sur les entiers cyclotomiques d'exposants premiers. Et il envisage notamment le problème suivant: pour un nombre premier donné n, décomposer les entiers premiers p tels que p est congru à 1 modulo p, on produit des n-1 entiers cyclotomiques. Kummer réussit à le faire pour n plus petit de 19 et p plus petit ou égal à 1000, mais pour n égale 23 et p égale 47, il n'arrive pas à la décomposition. On a bien que 47 est égal à 1 modulo 23, mais on ne peut pas décomposer, on ne peut pas le décomposer en 22 entiers cyclotomiques. Kummer comprend que la cause de cette anomalie calculatoire, n'est-ce pas, ça commence avec un calcul, c'est de là qui part l'étonnement. Kummer comprend bien que la raison de cette anomalie calculatoire est profonde et il attribue à cette non-unicité de la décomposition pour certains de ces entiers cyclotomiques. Le problème général, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est bien connu, hein, la non-unicité de la décomposition de certaines extensions de la noisette. Par exemple, on le voit par l'ensemble des nombres, c'est un exemple parmi d'autres, hein, de A plus racine carrée de moins 5, avec A et B des entiers naturels, structurés en l'anneau, que l'on note ainsi. Eh bien, on note ainsi dans cette structure que S est égal au produit de 2 fois 3, mais est égal aussi au produit de 1 plus racine carrée de moins 5 par 1 moins racine carrée de moins 5. De la même manière, 9, 3 fois 3 se décompose, enfin 3 fois 3, mais également par 2 plus racine carrée de moins 5 multiplié par 2 moins racine carrée de moins 5. C'est le même cas de 21. Donc, ce qu'on voit, c'est que les facteurs 2, 3 et 7 sont irréductibles, n'admettent que des décompositions triviales par l'unité et eux-mêmes, mais dans l'anneau justement en question, z racine carrée de moins 5, n'ont pas la propriété dite de Gauss, qui est tout entier A dans Z, à savoir de ne pas diviser un produit sans diviser au moins un des deux facteurs. On voit bien que 2 divise 6 sans diviser en fait 1 plus racine carrée, ni 1 plus racine carrée de moins 5, ni 1 moins racine carrée de moins 5, et c'était le même cas pour 3 et 9, etc. Donc voilà cet échec, n'est-ce pas, de la décomposition, échec de factorisation qui est extrêmement surprenant en fait pour l'époque. C'est un résultat qui pour Z était connu par les Grecs, il est en sens présent, mais pas démontré dans les éléments d'Euclide. Pas démontré parce que justement, allant de soi, il n'y avait pas une structure dans laquelle cette décomposition unique était en fait respectée. Et donc, je crois que je me suis un peu perdue, oui, dans la progression de nos transparents. Ça, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà, ça c'est le phénomène inattendu constaté par Kummer, cet échec de la factorisation unique. Et problème profond, donc, problème inattendu. Et justement, la tentative de Kummer, c'est de décomposer un entier cyclotomique pour lui en ses facteurs premiers. Et dans les cas où cette factorisation unique n'existe pas, introduire des facteurs premiers idéaux pour rendre justement possible la décomposition unique. Or, sa solution, l'idée de la solution est simple, même si sa mise en œuvre est très complexe. Kummer ne cherche pas à définir explicitement qu'est-ce que est un facteur idéal, mais il le définit implicitement
ces facteurs premiers idéaux, définit quand est-ce qu'un nombre est divisible par un idéal en donnant des critères de congruence entre idéaux. C'est un peu la même stratégie qu'on retrouve par exemple dans les éléments d'Euclide lorsqu'il s'agit de parler des rapports irrationnels, n'est-ce pas? Lorsqu'on a A sur B qui est un rapport irrationnel, la notion d'irrationalité ne peut pas avoir sa place à l'intérieur des mathématiques grecques pour des raisons différentes, la définition même de la notion de nombre, l'effet qu'un nombre est multiplicité d'unités, mais l'idée c'est justement de définir l'égalité des rapports, de définir le rapport irrationnel par la notion d'identité des rapports. Et c'est ce qui est fait par la fameuse formule, quels que soient les entiers M et N pour un rapport AB égale à CD, ce qu'il faut qu'il y a la possibilité d'établir justement une implication. Si MA est égal ou inégal à NB, alors MC devra être égal ou inégal de la même manière à ND. Donc, ce que définit de manière analogue Kummer est justement le concept de divisibilité par un diviseur premier idéal et de congruence modulo un tel diviseur. Lorsque Dedekind se penche sur le problème, les travaux de Dedekind sont autour de 1870, son problème n'est pas du tout calculatoire, mais c'est celui de donner justement une définition explicite des idéaux afin de définir les idéaux pour toute extension algébrique du corps rationnel. Et d'une manière qui est tout à fait analogue à ce qu'il fait d'ailleurs dans la même période pour la définition des nombres réels avec sa notion de coupure, dans son travail sur les idéaux, il définit un idéal par l'ensemble des nombres qu'il divise. L'idéal devient ainsi le sous-ensemble d'un corps stable par addition et multiplication latérale, et comme vous voyez, la notion ne porte plus aucune trace du problème calculatoire initial qui a complètement disparu. Ce que Granger affirme, je vous lis cette citation, comme les philosophes, je vais utiliser beaucoup de citations, mais je la trouve très, très éclairante. Bien que Kummer n'ait pas, à proprement parler, déterminé la nature de ces nouveaux objets, il les caractérise opérationnellement et en quelque sorte indirectement à l'aide des congruences par leurs propriétés arithmétiques, produits, divisibilité, etc. Ainsi s'ouvre un nouveau domaine qu'il appartient à Dedekind de décrire formellement. Non seulement un statut est clairement reconnu aux nouveaux objets en tant que classe structurée au module, des nombres au sens ancien, mais les notions intuitivement transposées par Kummer au domaine des anciens nombres, au domaine des nombres algébriques, sont précisément établies. Dedekind introduit ainsi le concept général de corps, de module, et donne une définition du concept généralisé d'un node entier d'un corps de nombres algébriques, où, comme dans les cas kummeriens, on n'observe pas nécessairement l'unicité de la décomposition en entier premier, mais seulement l'unicité de la décomposition en idéaux premiers. Donc, voilà les résultats profonds, en double sens, l'étonnement de Kummer face à ce problème de la non-unicité et le développement fécond fondationnel grâce aux travaux de Dedekind. Une seule remarque par rapport à cette citation, c'est ce que j'ai mis en rouge. Ainsi s'ouvre un nouveau domaine qu'il appartient à Dedekind de décrire formellement. On remarquera que Granger ne cite que Dedekind dans la postérité des travaux de Kummer et non pas les travaux de Kronecker. Le travail de Kronecker a été annoncé en 1859 par Kummer, mais il n'a été publié qu'en 1882. Et c'est un point important sur lequel justement Alain Michel insistera. Et parce qu'on voit là déjà un petit peu ce qui s'annonce comme problème, débat entre les deux auteurs. Il y a une sorte de conception un peu téléologique du développement des mathématiques, en fait. Le problème posé, voilà la solution unique, énoncée par Dedekind et développée pour les grands progrès des mathématiques contemporaines.
il me semble que cette idée-là, un peu téléologique, on la voit très clairement dans la réponse de Granger à la deuxième question. Vous vous souvenez, la deuxième question est ce que nous dit cet usage, usage de ce qualificatif de profondeur par rapport à la nature du progrès des mathématiques. Et Granger répond par deux considérations. La première, une phrase un peu compliquée, mais il dit « La notion de profondeur révélerait l'épaisseur des virtualités mathématiques qui s'actualisent dans des réalités une fois qu'une forme leur est donnée par les travaux mathématiques, une fois que le génie des mathématiciens les a créées et découvertes. » La phrase est passablement complexe, mais ce qui est dit est assez clair. Je vous donnerai deux exemples qui nous fait à ce propos. Il y a des virtualités opératoires dans un domaine donné, dans le domaine des entiers naturels, par exemple, les limites qui sont imposées à l'addition, la multiplication et leur opération inverse. Et donc, il y a ces virtualités précèdent et en même temps fondent, sont le point à partir duquel de nouveaux objets sont proposés, mais ces nouveaux objets ne trouvent leur réalité, ne s'actualisent qu'au moment où ils sont insérés dans un nouveau système opératoire qui donne tout leur sens justement à ces opérations. Voilà les deux exemples très canoniques. Les nombres irrationnels, par exemple, est d'abord un objet irréel, mais dont le système opératoire arithmétique exige, le terme est très fort, exige l'existence, et qui sera plus tard intégré comme membre légitime de nouveaux systèmes cohérents de nombres réels. Cette cohérence, aspect logique de la nécessité d'existence, n'est souvent obtenue qu'après coup. Ce n'est point d'elle qui procède, l'aspect efficace et fécond de cette nécessité d'existence, mais de la systématicité dans laquelle l'objet a un sens opératoire. Deuxième exemple, aussi classique, lorsque naissent les calculs infinitésimales, par exemple dans sa version leibnizienne, les grandeurs infinitésimales sont nécessairement introduites pour donner un sens opératoire un sens aux opérations d'intégration et de différenciation. Le nouveau calcul forme un système opératoirement, quoique non encore logiquement cohérent, et c'est de cette inclusion dans un système qui vient la nécessité de liaison entre ces nouveaux objets et leur propre existence comme virtualité. Donc, des virtualités opératoires, des objets virtuels qui s'actualisent lorsqu'ils sont intégrés dans un nouveau système opératoire. Et donc, deuxième aspect de cette réponse à cette deuxième question que je disais tout à l'heure, l'idée que, très très fortement affirmée, exigence d'existence, nécessité d'existence, eh bien, il y a cette cette branche de l'activité, de la pratique du philosophe, qui est la statistique, qui occupe une place très importante dans la philosophie des rangées, et l'idée que, justement, cette notion de profondeur appartient à la stylistique. Du point de vue de l'épistémologue, si je reçois cette notion de profondeur, c'est parce qu'elle relève justement de cette notion de stylistique. Bon, il y a une analyse très, très développée chez Granger des relations précises entre l'enquête historique, l'enquête qui s'intéresse essentiellement à la reconstruction de l'outillage mathématique de son évolution, de la catégorisation des objets, l'enquête épistémologique qui par contre s'intéresse elle justement à la systématisation à l'intérieur des structures et donc aux relations logiques entre les éléments de la structure, mais enfin, il y a cette dimension stylistique. Elle a eu une grande postérité, même dans la philosophie des mathématiques contemporaines, cette notion de stylistique avec le travail de Jana King, par exemple. Je vous dis ce qu'elle dit, le temps court très vite, je vois, mais reste enfin la direction de la stylistique, c'est alors la création et l'usage des structures qui sont en vedette, non pas certes le déroulement historique qui conduit aux inventions, mais le rapport de la forme à la matière latente ou explicitée, claire ou confuse, qui conditionne, accompagne, limite l'institution d'une structure et son usage effectif. Une telle analyse s'applique à tous les grands moments de la pensée mathématique. Elle nous semble tout particulièrement indispensable, et ça c'est le point central, pour les cas nombreux où une même structure
apparaît sous différents modes, introduite et utilisée selon différents styles, tels par exemple le calcul des fluxions newtoniennes et l'analyse infinitésimale leibnizienne. Mais dans tous les cas, le point de vue stylistique, c'est le seul qui peut donner à une philosophie mathématique la dimension rationnelle concrète, celle d'un travail essentiel que l'analyse des systèmes évidemment néglige, l'analyse épistémologique proprement dite, et dont l'analyse historique ne peut donner qu'une vision cavalière, souvent trompeuse. Les termes sont très forts. C'est justement à partir de cette dernière considération que je vais vous faire un rapide retour sur ces notions de sens, très très vite. D'abord, le sens génétique, la profondeur dans le sens génétique est surtout saisie en tant que sentiment subjectif de mystère, propre à la conscience du mathématicien au travail, face à des objets opaques. C'est l'opacité des objets qui, en fait, se manifeste à travers ce sentiment subjectif de mystère. Maintenant, l'émergence d'une nouvelle structure élimine provisoirement ce mystère, il le dissout presque, ce mystère, parce qu'il donne un sens opérationnel à ces objets qui avant ne l'avaient pas. Mais heureusement pour les mathématiciens, les structures sont instables, de nouvelles virtualités, donc de nouveaux mystères peuvent donc émerger de ces structures. Et le troisième point, étant donné la nécessité des structures, les jugements historiques sur la profondeur d'un résultat mathématique peuvent prétendre à l'objectivité, justement parce qu'il y a cette nécessité des structures uniques, modulo des différences stylistiques qui, en fait, décrivent le progrès des mathématiques. J'en viens rapidement à la réponse d'Alain Michel à la première question. 3 thèmes typiques de la profondeur, 3 au lieu de 2. Là, on avait imprévisibilité et opacité chez Granger. Ici, on a juste l'imprévisibilité chez Michel. L'idée d'une généralité abstractive à la place de la notion de fondement et la prise en compte, justement, de cette notion de fécondité. Et un seul cas d'étude, la théorie des nombres de Fermat à Dedekind et Kronecker, en passant par Kummer. Cette analyse est faite donc en 3 étapes. Je me limiterai, étant donné le temps qui me reste, à discuter brièvement ce thème de la fécondité, parce que justement, il porte sur cette possibilité d'une bifurcation possible dans le progrès des mathématiques entre les travaux de Kronecker et les travaux de Dedekind. Donc, on a vu tout à l'heure quel était le problème de Dedekind, donner une définition explicite des idéaux, afin de définir les idéaux pour toute extension algébrique du corps des rationnels, et sa définition qui est tout à fait en termes ensemblistes, la manière dans laquelle l'idéal vient définir. Le problème de Kronecker est en un sens similaire, mais il se pose de plus en termes de généralisation. Généraliser ce que Kummer a fait dans les cas des entiers cyclotomiques pour toute extension algébrique du corps des rationnels en vue, dit Alain Michel, de développer une géométrie algébrique arithmétique. Et donc sa solution est totalement différente. Construire une théorie, non pas de la divisibilité, comme c'était les cas de Dedekind, mais des diviseurs, définir un algorithme pour calculer avec, je cite, étant donné un ensemble A1, AK de générateurs de nombres algébriques, déterminer si un élément donné du corps appartient ou non à l'idéal engendré pour les nombres en question. Ce que souligne Alain Michel, et il me semble important de la lire, cette citation un peu longue, c'est que véritablement le but est autre. Le but entre Dedekind et Kronecker est tout à fait autre. Il s'agissait pour Kronecker d'exposer une nouvelle branche des mathématiques susceptible de contenir à la fois la théorie des nombres et la géométrie algébrique comme des branches particulières, en ouvrant un vaste champ aux recherches, le développement d'une géométrie algébrique arithmétique, une conception véritablement grandiose qui donne à son tour son véritable sens en son projet d'une arithmétique générale. C'est cette connexion entre théorie des nombres et géométrie algébrique qui sous-tend ce qu'on appelle parfois avec justesse le programme de Kronecker, et alors même que le point de vue algébrique de Kronecker paraît étroit aux yeux d'un moderne, on se rend compte aujourd'hui, après les efforts de compréhension déployés par quelques-uns des plus grands mathématiciens du siècle, du XXe,
et que Weil, Hermann Weil, Carl Ludwig Siegel, André Weil, qu'il comprend en fait tous les cas susceptibles d'être traités par des méthodes algébriques. C'est ce qu'a souligné André Weil. En dépit de l'insistance dans la géométrie algébrique moderne sur l'usage de corps de base arbitraires, il y a un sens très réel dans lequel tout théorème accessible aux méthodes algébriques, en tant que distincte de méthodes analytiques ou topologiques, est pensable comme un théorème sur deux corps de base qui sont soit finis, soit des corps de nombres algébriques. Ce sont des corps absolument algébriques de Weil. Telle est précisément la signification du point de vue de Kronecker. Le corps absolument algébrique sont les corps de base naturels de la géométrie algébrique. Alors, sur cette base, la réponse de Michel à la deuxième question, la question de qu'est-ce que cela nous dit, qu'est-ce que cela dit aux épistémologues, la question de la profondeur, elle est toute, je vous la présente sous la forme de thème de désaccord avec Ranger. Première chose, il n'y a pas de différence de style, mais de conceptualisation entre Kronecker et Dedekind. Choisir, comme le fait Dedekind, de donner la priorité à des définitions non constructives, faisant intervenir des ensembles infinis en acte, plutôt que de choisir de définir implicitement les objets par la donnée des critères effectifs et algorithmiques d'équivalence ou de congruence, comme le fait Kronecker, ne relève pas du style, mais de préférences philosophiques qui doivent être évaluées, non pas tellement par rapport à ce que ces mathématiciens disent, mais par rapport à ce qu'ils font. On se souvient que de Kronecker, on ne fait que répéter la fameuse phrase « Dieu a créé les nombres, les mathématiciens a créé les restes ». Ce n'est pas ça le point, c'est justement une approche philosophique plus profonde qui est mise en œuvre par sa propre vision des mathématiques et donc par les problèmes dont il traite. Deuxième aspect de la conclusion d'Alain Michel, l'histoire n'est pas du tout cavalière et trompeuse, comme le disait Granger. Dans ses analyses, lorsqu'on cherche la dimension rationnelle concrète des mathématiques, au contraire, c'est un instrument puissant de mise à l'épreuve des thèses épistémologiques, mais aussi des pratiques des mathématiciens standardisées par l'enseignement. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important à souligner. C'est à travers l'enseignement qu'une certaine conception standard implicite est transmise en fait aux générations futures. Et justement, là, l'histoire peut nous aider tout le monde, les mathématiciens et l'épistémologue, à remettre en question ces conceptions implicites transmises à travers l'enseignement. Je lis peut-être brièvement, si j'ai le temps, la réception de travaux de Kummer par Dedekind et la réformulation qu'Hilbert a donnée des travaux de Kummer et de Kronecker. Donc ça, c'est Hilbert, ont en un sens éliminé de la scène mathématique, en la rendant de fait obsolète, le choix constructiviste de Kronecker et le point de vue algébriste qui le caractérisait. Il faudra attendre longtemps pour que ce jugement hâtif soit infléchi. À nouveau, on a le travail de ces grands mathématiciens qui ont repris en fait directement les textes de Kronecker à propos des études profondes donc, des mathématiciens qui ont su lire et analyser les œuvres de Kronecker à contre-courant de la doxa. C'est que le formalisme même dans lequel les mathématiques s'expriment et la manière dans laquelle les mathématiques sont enseignées, cela peut diriger notre regard en occultant d'autres possibilités de conceptualisation. Bon, un très court retour sur cette notion de sens. Je dirais que pour Alain Michel, justement, le sens numéro un, le sens de la genèse, l'analyse de la genèse est essentielle parce que justement, elle permet une mise à l'épreuve de l'analyse historique, par l'analyse historique des thèses des philosophes épistémologues et des thèses implicites ou des préférences implicites des mathématiciens. Et là, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on le retrouve dans d'autres aspects de cette tradition philosophique, le thème de la pluralité. On le retrouve chez Wieman, par exemple, on le retrouve partiellement chez Lothman. Le sens structural n'est pas unique. C'est-à-dire la systématicité des mathématiques admet des divergences à la marge. Les différentes conceptualisations même sont un moteur du progrès mathématique. Et bon, cette systématicité qui admet des divergences à la marge, nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire. Par exemple, dans les mathématiques grecques, tous les calculs des séries pythagoriciennes, c'est quelque chose sur lequel Alain Michel s'est
beaucoup intéressé, ne rentre pas dans la théorisation qui est celle donnée par les éléments d'Euclide. Et pourtant, c'est à partir des exemples que Leibniz réfléchira pour construire en fait son calcul. Et encore plus évident, les mathématiques intuitionnistes qui sont à la marge, qui ont été à la marge des mathématiques contemporaines, mais qui montrent encore toute leur vitalité. Et enfin, la troisième notion de sens, la notion évaluative, les jugements historiques ne peuvent pas être considérés comme nécessaires. Je cite, parce que je trouve très belle cet passage, en histoire des mathématiques, comme en celle de toute autre science, il n'y a pas de jugement scientifique dernier. Ce qu'on cherche, on ne sait comment on le trouvera, sans quoi ce serait déjà là ou déjà en vue. Et c'est pour cela que l'histoire ne peut être écrite comme une téléologie, comme si elle tendait depuis son commencement vers sa fin, mais comme une aventure qu'elle est authentiquement. Conclusion très bref. La première conclusion, peut-être je vais passer très rapidement, c'est ce que je voulais, je vous ai annoncé au départ, c'est-à-dire il me semble que ce débat entre Granger et Alain Michel, en fait, traverse toute cette tradition de la philosophie mathématique française. Et bien qu'il y a un apparent sens d'accord sur les deux premières notions de sens, parce que c'est vrai, tout le monde dit que l'histoire des mathématiques est les lieux privilégiés dont disposent les philosophes pour construire une théorie de la raison. Donc l'aspect génétique est essentiel. C'est vrai que tout le monde s'accorde sur le fait que le sens structurel est central. L'expérience mathématique, le système des gestes producteurs d'objets et des structures doit faire l'objet de l'enquête épistémologique, mais je crois que le point des désaccords essentiel est sur cette troisième notion de sens qui, en même temps, elle met en jeu les deux premières. Ce qui sépare, dans le sens Cavaillès et Brunswick, je ne sais pas si vous avez en tête le schéma de départ, c'est la question du statut de la modalité du jugement historique. C'est la nécessité, selon Cavaillès, et la possibilité, selon Brunswick. Pour Cavaillès et pour Granger, il est possible de parler d'une certaine nécessité dans le progrès des mathématiques mêmes. Ce progrès est nécessaire au sens où il n'est pas pluriel, il est inscrit dans les virtualités opératoires des structures. Pour Brunswick, Canguilhem, Desanti et Michel, le progrès scientifique se fait, je dirais aussi par Loptman, d'une certaine manière, ce progrès scientifique se fait par l'exploration d'un champ ouvert de possibilités où seulement un regard rétrospectif, téléologique et inattentif aux détails de l'analyse historique peut prétendre voir de la nécessité. Bon, ça c'était une petite biographie des textes dans lesquels cette question est explorée chez ces deux auteurs. Je crois que je ne parlerai pas de ça, mais la question était, est-ce qu'on a un écho dans l'usage terminologique des mathématiciens de cette idée de la pluralité ? Est-ce que les mathématiciens eux-mêmes envisagent une pluralité à l'intérieur de leur propre discipline? Et bon, la seule chose que je trouve, sont effectivement ces caractérisations, et on les retrouve chez Poincaré, les géomètres et les analystes. Tous les analystes sont ceux qui sont préoccupés essentiellement par la clarté logique, par la pureté conceptuelle de leurs notions. On les retrouve chez André Weil, lorsqu'il parle des algébristes et des transcendants, c'est qu'ils utilisent des notions transcendantes pour leur travail mathématique. Mais bon, est-ce que ces caractérisations appartiennent à la psychologie et des mathématiciens, à la stylistique ou à la philosophie? Elles me semblent, en tout cas en général, mettre en jeu justement cette question du sens au 3, la question d'un jugement sur les progrès même des mathématiques. Merci et pardon pour le temps un peu trop. Merci.